Nosferatu est un film allemand réalisé par Murnau en 1922. Ce film est le pionnier du genre du film d'horreur et d'épouvante. C'est aussi le premier film de vampire de l'histoire du cinéma. Il s'inscrit dans le courant artistique de l'expressionnisme allemand. Pour cette analyse de séquence, je vais m'intéresser à la scène où Utter rencontre Nosferatu pour la première fois. Il s'agit de la dernière scène de l'acte 1. Elle commence autour de la 21e minute de film. C'est une scène importante car c'est celle où le monstre de l'histoire apparaît pour la première fois. D'autant plus importante que Nosferatu n'apparaît pas souvent à l'écran. Comme dans la plupart des films d'horreur, le monstre de l'intrigue est plus souvent évoqué ou suggéré en hors cadre que véritablement montré dans les images. En effet, dans les 81 minutes de film, Nosferatu apparaît seulement pendant 9 minutes au total, ce qui représente moins de 10% du temps seulement. Pour revenir à l'histoire, au début du film, Utter apprend qu'il doit se rendre chez le comte Orlok pour lui faire signer l'achat d'une propriété en ville. Le voyage est long et le personnage va découvrir plus tard que ce comte est en fait Nosferatu le vampire. On remarque que plus le personnage s'approche du château du comte, plus la nuit tombe, ce qui est le signe d'un mauvais présage. Je vais commencer mon analyse par le moment où Utter franchit un pont à pied et se rapproche du château du comte. En effet, ce pont est le symbole du passage entre deux mondes. Utter passe du monde réel au monde de l'horreur, le monde surnaturel, irréel, celui de Nosferatu en l'occurrence. Ce pont est une métaphore, un symbole en d'autres termes. L'utilisation de symboles témoigne du courant expressionniste. En effet, l'expressionnisme met souvent en scène des symboles, influencés par la psychanalyse naissante à l'époque. Les symboles servent à susciter des réactions émotionnelles fortes au moyen de formes et d'idées simples. Ici, beaucoup de symboles. La forêt, le château, les cercueils, qui servent à provoquer l'horreur et l'angoisse chez le spectateur. Juste après la scène du pont, l'intertitre confirme l'entrée d'Utter dans le monde de Nosferatu et annonce la rencontre imminente entre les deux personnages. Et quand il eut dépassé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Dans ce plan, on observe un passage à la nuit de façon soudaine et marqué par l'utilisation d'un filtre bleu. On a la première vision du château qui se détache de la forêt. Il est imposant, difforme, inquiétant. C'est encore une esthétique très représentative du courant expressionniste. Formes étranges, lignes acérées, aspects inquiétants pour créer une atmosphère angoissante. À noter que la distorsion de la réalité, essence même de l'expressionnisme, est accentuée par l'utilisation des filtres de couleurs. Bleu pour la nuit, orange le jour, et même rose pour l'aube. Murnau joue aussi avec la réalité, avec des ralentis accélérés. Par exemple, dans ce plan, la carriole arrive en accéléré. Elle surgit du milieu de l'image, avec des sauts dans l'image. Cela appuie le côté surnaturel des événements et donne l'impression que la carriole survole le sol. Elle disparaît ensuite par la gauche. En parallèle, Utter marche vers la droite. Ils vont donc se rencontrer. Comme prévu, la rencontre a lieu. Utter marque un arrêt. La carriole arrive en accéléré encore, du centre de l'image pour grossir de plus en plus et s'arrêter au milieu de l'image. Sur ce plan rapproché de Utter, on observe l'utilisation d'un cache circulaire dans l'image. Cache qui va intervenir régulièrement sur certains plans, prenant des tailles différentes. Ce cache dans l'image est certainement associé à l'œil du monstre et nous offre un point de vue vampirique, une image perturbée de la réalité en quelque sorte. À l'aide d'un chant contre chant, on découvre le conducteur de la carriole. Il est très inquiétant et a le regard terrifiant. Ce n'est autre que Nosferatu déguisé. C'est donc la première rencontre, non officielle, avec Nosferatu. Il lui fait signe de monter. Ce plan en plongée montre l'impuissance de Utter face à ce qui se prépare. Il décide de monter. A-t-il vraiment le choix? On voit plus de détails de l'attelage. Tout est noir. Même les chevaux sont terrifiants. Ensuite, on a de multiples plans de voyage. Du mouvement, du brouillard, et même une image en négatif qui montre la transparence inquiétante de la forêt et amplifie la noirceur du convoi, un procédé qui renforce le côté surnaturel et irréel de l'atmosphère.
Nouveau face-à-face, nouveau champ contre champ, avec Uther toujours en plongée comme pour appuyer le fait qu'il est dominé. Ça y est, Uther est arrivé. Une fois encore, l'architecture est bancale, menaçante. La carriole repart et disparaît au centre de l'image. On remarque que tout au long du voyage, Uther apparaît seulement par les côtés de l'image, alors que le comte apparaît toujours par le centre. Cela met en avant un contraste entre les deux personnages. C'est Nosferatu qui contrôle. Le centre de l'image est en effet la zone qui attire naturellement le regard. C'est une zone d'importance visuelle. Sur ce plan, les portes s'ouvrent toutes seules, ce qui témoigne, encore une fois, de l'atmosphère surnaturelle. C'est l'apparition officielle de Nosferatu. Il apparaît au même endroit de l'image que là où la carriole a disparu dans le plan précédent. Cela confirme que c'était sûrement lui qui la dirigeait. Et renforce, une fois encore, le côté surnaturel de l'action, puisqu'il ne peut en théorie pas avoir disparu dans la forêt et apparaître dans son château quelques secondes après. C'est un plan intéressant, avec des cadres dans le cadre, des arches partout qui donnent une impression de vertige. Il y a beaucoup de zones sombres et Nosferatu sort d'ailleurs de la pénombre. Concernant le physique du personnage, il a une silhouette longue et fine, inquiétante. C'est un personnage tout de noir vêtu. Uther rentre dans l'enceinte du château, les portes se referment derrière lui, comme s'il était pris au piège. On remarque qu'il est une fois encore filmé en plongée. Cette fois, c'est lui qui apparaît à l'endroit où Nosferatu s'est immobilisé. Nosferatu se tient immobile au centre de l'image. Cette manie qu'a le réalisateur de placer Nosferatu systématiquement au centre de l'image le montre comme une force, puissante et dominante. Uther apparaît par le fond du cadre, comme Nosferatu précédemment. On retrouve la même composition que dans le plan de l'apparition de Nosferatu. Les cadres dans le cadre, mais Uther surgit d'une partie lumineuse, lui. Il a beau se rapprocher, il reste plus petit que Nosferatu. Il est dominé par Nosferatu. Plan rapproché de la rencontre entre les deux personnages. Si on s'intéresse à la règle des tiers et qu'on trace les lignes de force, on remarque que Nosferatu et Uther sont placés de façon stratégique. La règle des tiers consiste à placer les personnages ou les objets importants sur des lignes imaginaires qui divisent l'image en 3 parties égales. Grâce à ce procédé, toute notre attention est sur les personnages. On observe une opposition importante. Dans l'idée du plan précédent, Nosferatu est bien plus grand que Uther, ce qui témoigne de sa supériorité et sa maîtrise des événements. De façon classique, on a une rupture dans les couleurs et les éclairages. Uther est en blanc, avec la lumière sur lui, contrairement à Nosferatu qui est en noir, dans la pénombre. L'arche en arrière-plan dessine même une ligne de séparation entre les deux personnages. La marque de l'expressionnisme est bien visible ici. Une lumière dramatique, des forts contrastes visuels, et cette ambivalence entre lumière-ombre, entre le bien et le mal. Les deux personnages s'engouffrent dans les ténèbres, au milieu de l'écran une fois encore, ce qui marque la fin du premier acte.